L'Inde croyait être devenue une puissance respectée, mais en quelques semaines, tout s'est effondré. Dans le silence glacé de l'Himalaya, une armée mal préparée a été écrasée, des divisions entières enfuies, et un pays tout juste sorti du colonialisme a découvert qu'il n'était pas prêt à se défendre. De cette humiliation est née une obsession dangereuse, créer un char capable de laver la honte et de rendre à la nation sa fierté perdue. En l'année 1962, l'Inde subit l'un des chocs les plus brutaux de son histoire moderne. La guerre éclate dans les hauteurs de l'Himalaya, dans les régions reculées du Ladakh et de l'Aksai Chin. En quelques semaines seulement, l'armée chinoise balaie les forces indiennes mal équipées, mal coordonnées et souvent livrées à elles-mêmes. Près de 40 000 km² de territoire passent sous contrôle adverse. La 4e division d'infanterie est pratiquement anéantie. Des milliers de soldats sont faits prisonniers, tandis que les survivants se replient dans la panique, marchant pendant des jours sur des sentiers de montagne sous un vent glacial, sans ravitaillement ni soutien. À New Delhi, le choc est total. Jawaharlal Nehru, figure emblématique de l'indépendance indienne et architecte de la politique étrangère du pays, apparaît soudain vieilli et affaibli. Les discours enflammés sur le destin d'une grande nation non alignée sonnent creux face à la réalité du champ de bataille. L'Inde découvre que son armée repose encore sur un héritage colonial dépassé, avec des équipements britanniques vieillissants et une industrie militaire quasi inexistante. La défaite n'est pas seulement militaire, elle est psychologique et politique. Depuis plusieurs années déjà, le gouvernement indien s'interroge sur la nécessité de bâtir une industrie de défense nationale. Le pays manque cruellement de chars modernes, et ceux en service sont principalement des centurions britanniques, robustes mais conçus pour une autre époque et d'autres théâtres d'opération. La guerre de 1962 transforme ce débat en urgence nationale. Il ne s'agit plus seulement de moderniser, mais de survivre face à des voisins perçus comme hostiles, la Chine au nord et le Pakistan à l'ouest. Dès 1959, avant même la catastrophe himalayenne, l'Inde invite des délégations étrangères à New Delhi. Des industriels allemands présentent leurs projets, les Suisses tentent eux aussi de séduire les autorités indiennes, mais c'est une entreprise britannique qui se démarque rapidement. Vickers Armstrong propose bien plus qu'une simple vente d'armes. Les Britanniques promettent de concevoir un char spécifiquement adapté aux besoins indiens, d'en produire les premiers exemplaires en Angleterre, puis de construire une usine moderne sur le sol indien, avec transfert de technologie et de documentation complète. Pour un État indépendant depuis seulement 12 ans, l'offre est extrêmement séduisante. Il ne s'agit pas seulement d'acheter un char, mais d'acquérir un savoir-faire industriel et de poser les bases d'une autonomie stratégique. Les liens politiques et économiques entre Londres et New Delhi, hérités de l'époque impériale, jouent un rôle décisif. En août 1961, un contrat historique est signé. Les Britanniques s'engagent à livrer 90 chars prêts à l'emploi et à ériger une usine de production à Awadhi, près de Madras, futur cœur de l'industrie blindée indienne. Le projet est ambitieux et lourd de symboles. L'Inde veut prouver qu'elle peut produire ses propres chars, équiper son armée et ne plus dépendre entièrement des importations étrangères. Pourtant, derrière les annonces officielles et l'optimisme affiché, le futur char repose sur une logique de compromis. Vickers ne cherche pas à créer une machine révolutionnaire. L'objectif est de proposer un char relativement simple, moins coûteux que les modèles de pointe britanniques, destiné avant tout à l'exportation vers des pays aux moyens limités. Le futur char, désigné sous le nom de Vickers MBT, intègre de nombreux éléments déjà éprouvés. Le canon rayé de 105 mm est le même que celui des Centurions. Le moteur et la transmission proviennent du Chieftain. Le système de conduite de tir est directement issu des développements britanniques existants. Cette approche rassure sur le papier, mais elle signifie aussi que le char naît déjà avec une technologie qui commence à dater, au moment même où d'autres puissances expérimentent des solutions plus modernes. Le premier prototype est achevé en 1963. L'un des 2 exemplaires construits est expédié en Inde pour des essais approfondis, tandis que l'autre reste en Angleterre pour d'éventuelles modifications. Les tests confirment que le char répond globalement aux exigences militaires indiennes, mais plusieurs problèmes apparaissent rapidement. La chaleur extrême, la poussière
et les conditions climatiques locales mettent à rude épreuve des composants conçus pour l'Europe. Les ingénieurs britanniques promettent des corrections sur les versions de série et la production est lancée dans les usines de Newcastle. En 1965, les premiers chars prennent la mer à destination de l'Inde. Ils reçoivent un nom lourd de sens, Vijayanta, qui signifie « victorieux » en hindi. Ce choix n'est pas anodin. Le pays a besoin de symboles forts, de signes visibles que la défaite de l'Himalaya appartient au passé. En janvier de la même année, le premier char assemblé sur le sol indien sort des chaînes de l'usine d'Avadi. Les journaux parlent d'une nouvelle ère, les responsables politiques célèbrent un triomphe industriel, et personne n'imagine encore à quel point la route de ce char sera longue, contradictoire et marquée par le sang. La réalité industrielle s'est révélée bien plus cruelle que les communiqués triomphants. Dès que la production s'est étendue au-delà des premiers exemplaires, le Vijayanta a commencé à montrer ce que les brochures n'avaient jamais mentionné. Le char existait, roulait, tirait, mais il était le produit d'un compromis permanent entre ambition politique, limites techniques et économie imposée dès l'origine. Chaque choix effectué par les ingénieurs britanniques et validé par New Delhi allait désormais peser lourdement sur son destin. La conception reposait sur une architecture classique, presque conservatrice, qui privilégiait la simplicité et la rapidité de fabrication. Cette approche permettait de lancer une production locale plus facilement, mais elle enfermait le char dans une logique déjà dépassée au moment où il entrait en service. Le blindage, volontairement allégé pour réduire la masse totale, soulevait des inquiétudes chez les militaires indiens. Sur le papier, la mobilité devait compenser la protection limitée. Sur le terrain, cette promesse allait se fissurer très vite. Les premières unités livrées aux forces blindées indiennes furent affectées à l'instruction. Les équipages découvrirent une machine exigeante, sensible aux erreurs humaines et peu tolérante aux conditions extrêmes. Le compartiment de combat était étroit, la disposition des munitions imposait une discipline absolue et la moindre faute de manipulation pouvait transformer l'intérieur du char en piège mortel. Les instructeurs notaient que le Vijayanta demandait un niveau d'entraînement supérieur à celui des anciens chars britanniques encore en service. Le système de conduite de tir, présenté comme fiable et éprouvé, révélait ses limites dès les premières manœuvres. L'absence de télémètres modernes obligeait les tireurs à utiliser des méthodes déjà considérées comme archaïques dans les armées occidentales. Cela ralentissait l'engagement des cibles et augmentait la dépendance à l'expérience individuelle, un facteur dangereux dans une armée en pleine expansion rapide. Dans un contexte de guerre moderne, chaque seconde perdue pouvait décider de l'issue d'un affrontement. La montée en cadence de l'usine d'Avadi accentuait les difficultés. Les ingénieurs indiens, encore en phase d'apprentissage, devaient composer avec des plans complexes et des tolérances industrielles strictes. Les livraisons de composants en provenance du Royaume-Uni prenaient du retard, perturbant les chaînes d'assemblage. La qualité variait d'un lot à l'autre, alimentant le mécontentement des unités de réception. Le rêve d'une production nationale fluide se heurtait à la réalité d'une dépendance persistante envers l'étranger. Lorsque le conflit éclate avec le Pakistan en septembre 1965, le Vijayanta n'est pas prêt. Le nombre de chars disponibles est insuffisant, les équipages manquent d'heures d'entraînement et les unités n'ont pas encore intégré pleinement la machine dans leur doctrine tactique. Le char, pourtant présenté comme l'avenir de la force blindée indienne, reste en retrait. Les combats sont menés principalement par des centurions et par des blindés d'origine soviétique acquis en urgence. Cette absence du champ de bataille marque profondément les officiers indiens. Pour beaucoup, le Vijayanta devient le symbole d'une occasion manquée. Il devait incarner la renaissance militaire après l'humiliation himalayenne, mais il observe la guerre depuis l'arrière, incapable de prouver sa valeur. Dans les états-majors, les critiques se multiplient, souvent étouffées par le discours officiel qui continue de défendre le programme comme un investissement à long terme. Les années suivantes sont consacrées à une mise au point accélérée. Les unités blindées réclament des améliorations, des ajustements, des solutions concrètes aux problèmes rencontrés en service. Certaines modifications sont appliquées progressivement, d'autres restent au stade de projet. Le char évolue, mais lentement,
tandis que le contexte stratégique se tend à nouveau. À l'est, la situation au Pakistan oriental se dégrade et l'Inde se prépare à une confrontation d'une toute autre ampleur. À l'approche de la fin de la décennie, le Vijayanta commence enfin à être déployé en nombre significatif. Les équipages gagnent en expérience, les mécaniciens apprennent à exploiter les points forts du moteur et de la transmission, et la fiabilité générale s'améliore. Le char n'est toujours pas exceptionnel, mais il devient un outil utilisable, capable de soutenir une offensive rapide dans des conditions spécifiques. L'armée indienne comprend alors que le Vijayanta ne sera jamais le char invincible promis au début du programme. En revanche, il peut devenir un instrument efficace s'il est engagé intelligemment, sur des terrains adaptés et face à des adversaires précis. Cette prise de conscience transforme la manière dont il est intégré aux plans opérationnels. Le char n'est plus présenté comme une arme miracle, mais comme une pièce d'un ensemble plus vaste, destinée à frapper vite et à exploiter les failles ennemies. À la veille de la Grande Guerre de 1971, le Vijayanta se trouve enfin à l'épreuve de la réalité. Cette fois, il ne restera pas en réserve. Il sera engagé là où les enjeux sont décisifs, dans des conditions extrêmes, face à un ennemi qui n'a plus le droit à l'erreur. Pour la première fois, le char devra prouver s'il mérite vraiment le nom de victorieux qui lui a été donné. Lorsque l'offensive est enfin lancée, le rythme ne laisse aucune place à l'hésitation. Cette fois, le Vijayanta ne reste pas à l'arrière. Il avance, il s'enlise, il franchit des rivières, il tire et il encaisse. La guerre qui éclate en décembre 1971 n'a rien d'un affrontement classique. Elle est rapide, brutale, et se déroule sur deux fronts radicalement différents, chacun mettant à nu une facette opposée du char indien. À l'est, le théâtre d'opération est dominé par l'eau, la boue et la végétation. Le Pakistan oriental est un labyrinthe de rivières, de canaux et de rizières inondées, un cauchemar logistique pour toute armée mécanisée. Pourtant, c'est précisément là que le commandement indien décide d'engager massivement ses unités blindées équipées de Vijayanta. Le pari est risqué, mais calculé. La masse relativement contenue du char permet le franchissement de ponts légers et de digues improvisées, là où des blindés plus lourds resteraient bloqués. Sous le commandement du lieutenant-général Jagjit Singh Arora, les forces indiennes adoptent une stratégie de progression rapide et de contournement. L'objectif n'est pas de s'acharner sur chaque position fortifiée, mais de désorganiser l'adversaire, couper ses lignes de communication et l'empêcher de se regrouper. Les Vijayanta avancent en appui de l'infanterie, écrasant les résistances locales et semant la confusion dans les rangs ennemis. Face à eux, les forces pakistanaises sont épuisées, démoralisées par des mois de combat contre les insurgés bengalis. Dans ce contexte, le char se montre étonnamment efficace. Sa mobilité lui permet de manœuvrer dans des zones où l'on n'attend pas de blindés. Les équipages apprennent à exploiter le terrain, à choisir des axes de progression improbables, à frapper puis disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir. Les chars pakistanais présents sur ce front, principalement des modèles américains légers et dépassés, ne font pas le poids. Le canon de 105 mm du Vijayanta les perce sans difficulté, souvent dès le premier coup. La progression est si rapide que certaines unités atteignent leurs objectifs avant même que l'état-major ne puisse adapter ses plans. La pression s'accumule autour de Dacca, et l'effondrement du dispositif pakistanais devient inévitable. Le char indien, pourtant conçu comme une solution économique, participe pleinement à ce succès éclair, donnant l'illusion que le pari industriel de l'Inde a enfin porté ses fruits. Mais à l'ouest, le décor change brutalement. Ici, le terrain est sec, ouvert et propice aux affrontements frontaux. Dans les plaines du Pendjab et les étendues arides du Rajasthan, les Vijayanta se retrouvent face à un adversaire bien différent. Les forces pakistanaises disposent de chars Patton américains, mieux protégés et conçus pour des duels directs à moyenne distance. Les engagements deviennent plus violents, plus coûteux, et chaque erreur se paie immédiatement. Les combats autour de la rivière Bassantar marquent un tournant dramatique. Les positions pakistanaises sont solidement organisées, protégées par des champs de mines et des armes anti-chars dissimulées. Pour progresser, les unités indiennes doivent ouvrir des brèches sous le feu ennemi.
Les chars avancent lentement, couvrant les sapeurs qui travaillent à découvert, souvent sous un bombardement constant. Dans ce chaos, la vulnérabilité du blindage du Vijayanta apparaît au grand jour. Plusieurs chars sont touchés, immobilisés et parfois détruits par des tirs précis. C'est dans ce contexte que se distingue un jeune officier, Arun Ketarpal, âgé de 21 ans. À la tête de son char, il mène son peloton dans une série d'engagements d'une intensité extrême. Face à des patones plus lourds, il choisit l'audace plutôt que la prudence, manœuvrant à courte distance pour compenser les faiblesses de sa propre machine. Les échanges de tirs sont féroces, la poussière et la fumée réduisent la visibilité, et chaque impact secoue l'habitacle comme un coup de marteau. Lorsque son char est finalement touché et prend feu, l'ordre de repli arrive par radio. Il refuse. L'ennemi est trop proche, la position trop critique. Il continue à tirer jusqu'à épuisement des munitions, transformant son char endommagé en point d'arrêt pour l'offensive adverse. Il meurt à son poste, mais son action permet aux unités indiennes de reprendre l'initiative. Son sacrifice devient l'un des épisodes les plus marquants de la guerre, célébré comme un acte de bravoure absolu. La bataille de Bassantar se solde par une victoire indienne, mais le coût est élevé. Les Vijayanta ont tenu, mais au prix de pertes qui ne peuvent être ignorées. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient combattre, mais aussi que leurs limites étaient réelles et dangereuses. Le char n'est ni un échec total, ni une réussite éclatante. Il est un outil imparfait, capable du meilleur comme du pire selon les circonstances. À l'Est, la capitulation de Dacca scelle la fin du conflit. Des dizaines de milliers de soldats pakistanais déposent les armes et un nouvel État naît sur les ruines du Pakistan oriental. Le Vijayanta sort de la guerre auréolé d'une victoire collective, mais son image reste profondément ambivalente. Pour certains, il est le symbole d'un succès militaire longtemps attendu. Pour d'autres, il incarne une promesse tenue à moitié, une machine qui a gagné grâce aux hommes plus que grâce à sa conception. Cette contradiction ne disparaît pas avec la fin des combats. Elle s'enracine, silencieuse, et prépare le terrain pour l'épisode le plus sombre de l'histoire du Vijayanta, un épisode qui ne se jouera plus contre un ennemi extérieur, mais au cœur même de la nation qu'il était censé protéger. La guerre extérieure avait donné au Vijayanta une place ambiguë, mais rien n'avait préparé l'armée indienne à l'épreuve qui l'attendait au milieu des années 80. Cette fois, il ne s'agissait plus de frontières, ni d'armées adverses, ni de cartes d'état-major couvertes de flèches. Le conflit prenait racine à l'intérieur même du pays, dans une crise politique, religieuse et sociale qui allait transformer un char de combat en instrument de discorde nationale. Au début de l'année 1984, le Pendjab est en état de tension permanente. Depuis des mois, le mouvement séparatiste sikh gagne en radicalité. Des assassinats politiques, des attentats et des affrontements armés se multiplient. Au centre de la crise se trouve le complexe du Temple d'Or à Amritsar, le lieu le plus sacré du sikhisme, où s'est retranché Jarnail Singh Bhindranwale avec ses partisans lourdement armés. Pour le gouvernement dirigé par Indira Gandhi, la situation devient intenable. Les négociations échouent, la violence s'intensifie et la décision est prise de recourir à la force. L'opération reçoit le nom de Blue Star. Officiellement, il s'agit d'une intervention limitée visant à neutraliser des militants armés. En réalité, l'armée s'apprête à pénétrer dans un sanctuaire religieux fréquenté par des milliers de pèlerins au cœur d'une grande ville. Dès les premiers jours de juin, les forces armées encerclent le complexe. Les routes sont coupées, les communications interrompues et la tension devient palpable. À l'intérieur, Bhindranwale et ses hommes se sont préparés. Sous la direction de Shabek Singh, ancien officier supérieur de l'armée indienne, les bâtiments ont été transformés en position défensive, avec des champs de tir soigneusement aménagés. La nuit du 4 juin marque le début de l'assaut. Les unités d'infanterie avancent dans l'obscurité, convaincues que la résistance sera limitée. Elles se heurtent immédiatement à un feu nourri. Les défenseurs utilisent les toits, les galeries et les couloirs étroits pour créer des tirs croisés meurtriers. Chaque progression coûte des vies. Les soldats tombent à quelques mètres des murs et les blessés s'accumulent. Les véhicules blindés légers engagés en soutien se révèlent vulnérables face aux armes anti-chars improvisées.
Au fil des heures, l'opération s'enlise. Les pertes augmentent, le moral chute, et l'objectif principal reste hors d'atteinte. Le commandement comprend alors que l'assaut frontal par l'infanterie ne suffira pas. Une décision lourde de conséquences est prise. Des chars de combat sont appelés en renfort. Les unités blindées du 16e régiment de cavalerie reçoivent l'ordre d'avancer vers le complexe avec leur Vijayanta. Pour de nombreux officiers, cette décision franchit une ligne invisible. Engager des chars contre un site sacré est un acte qui dépasse le cadre militaire. Pourtant, l'ordre est confirmé. Dans la soirée du 5 juin, les silhouettes massives des chars se mettent en mouvement dans les rues d'Amritsar. Les habitants observent, incrédules, ces machines de guerre approcher d'un lieu de prière millénaire. Les moteurs grondent, les chenilles résonnent sur le pavé, et le silence de la nuit est brisé par une tension presque irréelle. À l'aube du 6 juin, les Vijayanta prennent position face à l'Akal Takht, l'édifice central du complexe. Les ordres sont clairs. Ouvrir le feu pour briser la résistance. Les premiers obus explosent contre les murs anciens, soulevant des nuages de poussière et de débris. Les coups s'enchaînent méthodiquement. Les défenses improvisées cèdent les unes après les autres, mais le prix humain est immense. Des civils, pris au piège à l'intérieur du complexe, tentent de se cacher là où ils peuvent. Beaucoup n'y parviennent pas. Le bruit des tirs résonne au-dessus du bassin sacré, transformant Amritsar en un champ de bataille surréaliste. Les murs qui avaient traversé les siècles s'effondrent sous les impacts répétés. Les défenseurs continuent de tirer jusqu'à l'épuisement de leurs munitions. Lorsque le silence retombe enfin, les corps de Bhindranwale, de Shabek Singh et d'autres chefs du mouvement sont retrouvés parmi les ruines. Militairement, l'opération est un succès. Politiquement et moralement, c'est une catastrophe. Les images de destruction se répandent rapidement, provoquant une onde de choc dans toute la communauté sikh, en Inde et à l'étranger. Des unités entières de soldats sikhs se mutinent, refusant de servir un État qu'ils estiment avoir profané leur lieu le plus sacré. Des affrontements éclatent sur les routes et l'armée doit faire face à une crise interne sans précédent. Le choc atteint son paroxysme quelques mois plus tard. Le 31 octobre 1984, Indira Gandhi est assassinée par 2 de ses gardes du corps sikhs. Sa mort déclenche une vague de violences incontrôlées dans plusieurs villes du pays. Des milliers de personnes sont tuées dans des émeutes qui laissent des cicatrices profondes dans la société indienne. Dans cette séquence tragique, le Vijayanta change définitivement de statut. Il n'est plus seulement un char imparfait issu d'un compromis industriel. Il devient, pour beaucoup, le symbole d'une fracture nationale, l'image d'une armée utilisée contre sa propre population. La machine conçue pour défendre l'Inde contre des ennemis extérieurs est désormais associée à l'un des épisodes les plus sombres de son histoire contemporaine. Après Amritsar, plus rien n'est comme avant. Le Vijayanta continue de servir, mais il a perdu son aura. Dans les états-majors, on ne parle plus de symbole national ni de char de la victoire. Le regard est devenu froid, pragmatique, presque gêné. La machine existe, elle est nombreuse, elle coûte cher à remplacer, mais elle ne correspond plus aux exigences du champ de bataille moderne. Pourtant, l'armée indienne n'a pas d'alternative immédiate, et le temps joue contre elle. À la fin des années 80, le Vijayanta accuse clairement son âge. Les progrès de l'armement anti-char, l'apparition de munitions plus performantes et la généralisation des systèmes de tir modernes rendent ses faiblesses impossibles à masquer. Son blindage est insuffisant, son électronique datée et ses capacités nocturnes très limitées. Face à des chars plus récents, il ne peut compter que sur l'expérience de ses équipages et sur des conditions tactiques favorables. Cela ne suffit plus. Le commandement lance alors un programme de modernisation ambitieux, baptisé Bison. Sur le papier, le projet doit transformer le vieux char en plateforme acceptable pour les décennies à venir. Les ingénieurs prévoient l'installation d'un télémètre laser, d'un calculateur balistique électronique, de nouveaux viseurs pour le tir de nuit et de munitions plus performantes. Des écrans latéraux sont conçus pour améliorer la protection contre les charges creuses et des lanceurs de fumigènes doivent offrir une meilleure survivabilité sur le champ de bataille.
Mais très vite, les limites du programme apparaissent. Le financement est irrégulier, les délais s'allongent, et chaque amélioration révèle un nouveau problème technique. Les systèmes de conduite de tir développés localement sont installés sur un nombre réduit de chars, bien loin des objectifs initiaux. Les versions les plus avancées restent à l'état de prototype. L'idée de transformer radicalement le Vijayanta se heurte à une réalité implacable. Moderniser une conception ancienne coûte presque aussi cher que la remplacer. Pendant que les débats se prolongent, une autre solution s'impose progressivement. Le Vijayanta n'est plus vu uniquement comme un char de combat, mais comme une base mécanique encore exploitable. Des centaines de coques sont réaffectées à des rôles spécialisés. Certaines sont transformées en véhicules de dépannage, capables de récupérer des blindés endommagés sur le terrain. D'autres servent de base à des systèmes d'artillerie automoteur, offrant à l'armée une puissance de feu mobile à moindre coût. Le char cesse peu à peu d'être une arme de première ligne pour devenir un outil polyvalent, discret, presque invisible aux yeux du grand public. Dans les années 90, la décision est prise de retirer progressivement le Vijayanta des unités blindées de combat. Les nouveaux chars, plus modernes et mieux protégés, prennent le relais. Les ateliers cessent la production de pièces majeures et les stocks sont rationalisés. Officiellement, le char n'est plus au cœur de la doctrine militaire indienne. Officieusement, il continue de servir, relégué à des missions secondaires, loin des projecteurs. La fin du parcours opérationnel du Vijayanta n'est pourtant pas aussi nette qu'on pourrait l'imaginer. Au lieu d'être entièrement démantelé, de nombreuses machines sont enterrées jusqu'à la tourelle le long de la ligne de contrôle avec le Pakistan, dans la région du Cachemire. Transformés en position d'artillerie fixe, ces chars deviennent des points d'appui permanents, intégrés au paysage montagneux. Le moteur est souvent hors service, mais le canon reste opérationnel. Le Vijayanta, conçu pour manœuvrer, se fige dans la terre, comme si son destin était de rester là, immobile, à attendre. En février 2019, les tensions entre l'Inde et le Pakistan montent brusquement après une série d'attaques et de représailles aériennes. Les échanges de tirs d'artillerie reprennent le long de la ligne de contrôle. Dans ce contexte explosif, certains de ces vieux chars enterrés ouvrent à nouveau le feu. Plus d'un demi-siècle après leur conception, ils tirent encore, non pas comme instrument de percée ou de manœuvre, mais comme vestiges armés d'un autre âge, rappelant que les choix du passé continuent de produire leurs effets. Ainsi s'achève le parcours du Vijayanta. Né d'une humiliation nationale, façonné par des compromis politiques et industriels, victorieux dans certaines batailles et profondément controversé dans d'autres, il n'a jamais cessé de diviser. Il n'a pas disparu dans un musée ni dans l'oubli complet. Il est resté, silencieux ou tonnant, jusqu'au bout, témoin d'une histoire indienne faite d'ambition, de drames et de contradictions. Si cette histoire vous a intéressé, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du destin du Vijayanta et quel autre char ou véhicule militaire vous aimeriez voir analysé dans un prochain épisode.